Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wait a Minute. Aujourd'hui on va parler d'un empire qui me plaît autant que l'empire romain, et il s'agit de l'empire de Chine qu'on appelle aussi l'empire du milieu. Faut admettre en même temps qu'on ne sait pas grand chose sur ces terres culturellement lointaines et pour nos âmes d'occidentaux, ça reste assez mystérieux tout ça. Et bien pour remédier à la situation, aujourd'hui épisode sur la Chine antique. On va parler des premières dynasties et de leurs caractéristiques générales. Comme c'est très long comme sujet, cette vidéo est la première d'une trilogie qui sortira au fur et à mesure sur la chaîne. Bon bah du coup maintenant j'ai tout dit, écoutez, générique. Dans cet épisode, on va faire une approche globale de ce qu'est la Chine. Donc on va commencer dans cet épisode par parler des Qin, qui sont la première dynastie du 3e avant Jésus-Christ. Dans les épisodes qui suivront, on parlera des Han antérieurs, des Xin et des Han postérieurs. Tout commence donc avec le royaume de Qin qui assure son hégémonie sur toute la Chine. En 221, ils finissent par prendre le dernier royaume qui leur résistait, le royaume de Qi, mettant ainsi fin à la période qu'on appelle la période des royaumes combattants. C'est ainsi que monte sur le trône le souverain du royaume de Qin, qui sera une figure emblématique pour toute la Chine et qui va prendre un nom d'empereur, Qin Shi Huangdi. Ce qui veut dire tout simplement un truc du genre premier Auguste Qin. Fondant ainsi la dynastie Qin. L'empereur unifie la Chine en ce sens qu'il établit désormais un état centralisé avec une capitale, un empereur et des ministres qui dirigent le pays. Jusque-là, sous les Zhou, les précédents maîtres de la Chine, la conception était plutôt féodale. Chacun avait son gouvernement, mais prêtait allégeance par la suite aux Zhou. Ainsi, celui que la tradition appelle le premier empereur va devoir gérer administrativement un pays désormais unifié. Il va créer 36 provinces, elles-mêmes divisées chacune en commanderies, des sortes de districts. Désormais, les fonctionnaires sont recrutés sur le système de concours de la fonction publique, un petit peu comme en France, quoi. Et en fonction de la réussite à ces 10 concours, on obtenait une place de fonctionnaire plus ou moins importante dans la hiérarchie. Pour accéder à ces concours, il fallait étudier pendant 3 ans et ensuite se présenter à une épreuve. Ce système présente plusieurs avantages. En premier lieu, déjà, on a des gens compétents. Dans un second temps, on évite aussi le népotisme, c'est-à-dire que n'y a plus vraiment de piston maintenant pour placer des gens qu'on aime bien à des postes clés. La troisième et dernière chose, c'est qu'un type qui vient de l'Est peut se retrouver à l'Ouest. Ça évite ainsi la corruption, car si on laissait un type de l'Est sur son terre-terre, il connaissait ses potes, il pouvait leur donner des petites faveurs, et c'était pas super pour l'administration financière et le gestionnaire du truc, quoi. Par la suite, on ajoute à cette première méthode de recrutement une seconde puis une troisième. La première consiste à se faire une lettre par un tiers, une lettre de recommandation. La seconde, c'est l'Académie impériale. Désormais, à la capitale, il y a une école dans laquelle on peut s'associer à des savants pour en apprendre plus sur les lettres et sur les auteurs classiques. En parlant de capitale, celle-ci se situe à Chang'an pour les Qin, aujourd'hui connue sous le nom de Xi'an. Cette ville entreprend d'immenses travaux sous l'influence de l'empereur. Bref, la dynastie installe ses bases. Pour éviter que les révoltes éclatent à nouveau, l'empereur récupère les armes de tous les anciens royaumes désormais unifiés et les fait fondre pour créer 12 statues monumentales de 30 tonnes chacune. Beau bébé. Il envoie des armées pour pacifier tout ce qui reste à pacifier, notamment au nord. Il arrache ainsi des soldats à leurs terres pour éviter des problèmes de rébellion. Il enrôle également de force dans l'armée tout ce qui est vagabonds, boutiquiers et brigands pour les emmener à l'autre bout du monde pour se battre pour sa cause. Ça évite d'avoir des problèmes dans la région où ces brigands, vagabonds et boutiquiers étaient installés. C'est désormais le règne de l'eau, symbole des Qin, car les Qin, je vous le rappelle, ils ont battu les Zhou, et les Zhou, leur symbole, c'était le feu. On adopte ainsi la couleur noire, l'orientation au nord, le chiffre 6 et l'année débute désormais en hiver, car tous ces symboles sont liés à l'élément eau dans la pensée traditionnelle chinoise. Également, l'empereur, se voulant l'incarnation de la nouveauté, va essayer de détruire le passé. Alors il y a un double épisode qui va se produire. D'une part, vous avez 460 lettrés qui vont être enterrés vivants car ils sont jugés archaïques, et d'autre part, il y a une collecte de tous les livres interdits, et il y en a un sacré paquet, notamment de Confucius, qui vont être donc collectés puis brûlés en place publique. Petite anecdote, Mao Tse-tung, donc le grand timonier, celui qui a lancé la révolution communiste en Chine, n'aimait pas non plus beaucoup Confucius, et donc du coup il s'est un petit peu lancé dans un concours avec le premier empereur à savoir qui enterrerait le plus de lettrés. Et Mao Tse-tung s'est vanté d'avoir enterré plus de 46 000 lettrés, là où le premier empereur n'en avait fait que 460. Pour en revenir à Shi Huangdi, il y a 3 choses qui le caractérisent. Son côté mégalomane, sa cruauté assez vénère et sa piété. Durant toute sa vie, il a essayé de devenir immortel en croyant aux mythes et légendes ancestraux. Mais mieux ne valait pas décevoir le souverain, puisque en fait si vous vous plantiez, c'était la peine de mort, sans jugement, et c'était pur et simple. Et on vous coupait en deux. Non mais littéralement, c'est comme ça que ça marche à l'époque, la peine de mort, c'est on vous chope et on vous coupe en deux au niveau du buste. Son côté mégalomane se caractérise aussi dans la fondation d'un monument que vous connaissez tous, la Grande Muraille de Chine. Il ordonne d'abattre toutes les murailles entre les anciens pays féodaux, puis conserve et fait agrandir les fortifications au nord, donnant ainsi une muraille de Chine 1.0. Enfin, pour finir, il va ordonner la construction d'un autre monument mondialement connu qui n'est rien d'autre qu'une petite partie de sa tombe. Il s'agit de l'armée de terre cuite.
Cette tombe fait basiquement la taille d'une ville, ça fait 2 km de long et 1 km de large. Pour garder la tombe, vous avez d'ailleurs 7000 soldats de terre cuite prêts à accueillir n'importe quel forban qui voudrait un petit peu tatiller de l'empereur, quoi. Également, au cas où l'empereur se réveille de son sommeil éternel, vous avez cette tombe qui est reliée à tous les palais de la région par des tunnels souterrains. En plus de ça, si l'empereur se réveille toujours, il faut quand même qu'il se déplace et on a mis à disposition 2 quadriges avec des chevaux et une énorme quantité de foin pour que les chevaux aient à manger un moment. Mais spoiler alerte, il se réveillera pas. Et c'est son fils cadet qui lui succède, l'aîné s'étant poliment suicidé après qu'on lui ait gentiment demandé. Donc faut que je me suicide parce que papa il est mort? Et oui, mais enfin, c'est ça. Ok, ça roule. Bon, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais dans les faits, c'est quand même ce qui se passe. Toujours est-il que le second empereur monte sur le trône et il a 21 ans. Mais il a 21 ans, et il se rend compte qu'à 21 ans, il cerne pas tous les bails. Donc du coup, il va prendre exemple sur son papa chéri, et il va aller dans tous les lieux où son père est allé par le passé pour mieux se renseigner sur le territoire et également sur les gens qui y vivent. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Comment ça va? Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Hein. Je dis c'est loin mais c'est beau. De 209 à 207, des révoltes éclatent dans l'Empire parce qu'ils en ont un petit peu marre de ces Qin qui dirigent violemment et sans aucune concession. La révolte toutefois elle va échouer, mais elle va avoir pour conséquence le suicide du second empereur. En effet, un des plus proches conseillers de l'empereur va finir par le trahir. Il va faire croire à une attaque de brigands sur le palais, et le second empereur, se croyant cerné de toutes parts, va finir par se suicider plutôt que de tomber aux mains des brigands pour subir un sort sûrement pire. Ce conspirateur se nomme Zhao Gao, et Zhao Gao va nommer un troisième empereur qui ne durera jamais que 46 jours. Au terme de ce court règne, un troisième personnage très important va faire son entrée dans la capitale et mettre fin à la vie de toute la famille impériale, et il s'agit de Xiang Yu. C'est la fin du premier empire, celui qui n'aura connu que 3 empereurs, alias celui des Qin. C'est aussi le début des troubles, et il y a 2 protagonistes qui vont s'affronter dans une guerre civile. Il s'agit de Xiang Yu, qui est un chef rebellé contre le pouvoir des Qin, et de Liu Bang, un ancien fonctionnaire qui lui aussi s'est rebellé à la fin de la dynastie des Qin. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo sur les Qin, donc la prochaine fois ce sera une vidéo qui sera dédiée plutôt aux Han antérieurs, sur lesquels on situe l'apogée de l'Empire chinois antique. Quoi d'autre? Écoutez, il y a l'espace commentaire, il est là pour poser des questions si jamais vous en avez. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu ou à partager cette vidéo, voire à vous abonner à la chaîne, ce qui me ferait vraiment plaisir. On se retrouve la prochaine fois, ma foi, et puis n'hésitez pas à aller voir dans la description si vous voulez de la bibliographie ou des informations supplémentaires sur telle ou telle chose qu'on a évoquée au cours de cet épisode. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt, salut!